Dragilor, bine ați revenit la Mandaki Educast, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație și exemplu personal. Astăzi am un invitat la care am visat de foarte mult timp. În 2022 am citit această carte, Copilul interior, scrisă de Musa Nabati. Am subliniat-o, toată cartea e subliniată, fiecare pagină, nu am ratat nicio pagină. Și mi-am dorit enorm să îl cunosc pe autor. De 3 ani de zile încerc să dau de el și într-un final am reușit, am venit aici la Paris și un vis a devenit realitate. Să-l cunosc pe mentorul pe care nu l-am văzut niciodată. Am venit de la Suceava împreună cu echipa mea, aici în inima Parisului și astăzi îl cunosc pe domnul Musa Nabati. Bună ziua, domnule Nabati. Bonjour. V-am citit cărțile și am fost profund influențat de ceea ce am găsit în ele și mărturisesc că am venit la Paris ca să găsesc un salvator. De ce avem nevoie în viețile noastre de salvatori? Câteodată avem sentimentul că ne prăbușim și avem nevoie de un sprijin. Și credem că dacă am găsit salvatorul, toate lucrurile s-au remediat în viața noastră. De aceea, când v-am văzut prima dată și am realizat că sunt la 1 metru de dumneavoastră, m-a încercat un sentiment foarte straniu, că voi fi izbăvit, că voi fi mântuit, că voi fi salvat și că viața mea va fi mai bună. Ce înseamnă salvatori în viețile noastre? Écoutez, donc je vous remercie beaucoup pour votre invitation déjà. Je suis très heureux que mes ouvrages aient pu donc accompagner beaucoup de lecteurs maintenant. Et puis je suis très heureux que la lecture de mes ouvrages puisse les aider dans leur cheminement intérieur, c'est-à-dire dans leur effort, dans leur travail de tous les jours, en fait, de devenir chaque jour un peu soi-même, de devenir soi, parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de l'idée que je défends à travers mes ouvrages. Enfin, merci pour vos compliments, mais d'abord, je ne me considère pas comme un sauveur, et je ne pense pas qu'il y ait de sauveur, et je ne pense pas qu'il y ait du salut. Je crois qu'on peut rencontrer dans le trajectoire de son existence des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent nous accompagner, des gens qui peuvent contribuer à notre évolution, c'est-à-dire pour qu'on devienne un peu plus adulte tous les jours et un peu plus soi tous les jours, et qu'on puisse s'améliorer, mais qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous sauver. Et je crois que c'est une idéalisation, c'est un peu un leurre, c'est un peu une illusion, et on risque d'être dans une très grande, très intense quête, et on risque d'être déçu. Voilà. Je crois que c'est précisément parce qu'on demande peu, très peu, qu'on peut recevoir beaucoup. Quand on demande trop, puisqu'on a des limites de recevoir, et puis puisque les autres aussi ont des limites pour nous donner, donc je pense que ça ne fonctionne pas bien. Donc il faut demander peu, et on peut trouver des gens qui peuvent effectivement nous accompagner, nous aider un peu, pour qu'après on puisse s'aider soi-même. Parce que l'essentiel, c'est pas d'être sauvé par quelqu'un, mais d'être, de s'aider soi-même petit à petit, grâce à ces lectures, et puis grâce à ces rencontres, et puis grâce aussi à un cheminement de psychothérapie. Dar noi înșine putem să ne vindecăm sau avem mereu nevoie de cineva care să fie alături de noi în drumul nostru? Când devenim noi înșine proprii noștri stâlpi? Je pense que dans le travail que je fais, en tout cas, ce que je mets vraiment en avant, toujours, ça n'est pas vraiment la destination, ça n'est pas vraiment le point d'arrivée, mais c'est le cheminement, c'est la trajectoire.
Donc je pense qu'il y a une évolution, qu'on peut devenir de plus en plus soi-même, mais c'est un travail qu'on fait pendant quelque temps avec un guide, avec un psychothérapeute, avec un accompagnateur, mais qu'après quelque temps, puisqu'on va intérioriser quelques outils intérieurs, c'est quelque chose qu'on peut faire avec soi-même, être un peu son guide à soi, être un peu son père à soi, être un peu son thérapeute à soi. Mais je crois que c'est quelque chose qui va continuer toute notre vie et peut-être même après notre mort. Voyez, parce que c'est pas quelque chose qui va, parce que de la même façon que la vie, voilà, donc continue toujours. Donc notre croissance, notre épanouissement et le fait de devenir soi, c'est aussi quelque chose qui continue. Un jour, il y avait Bouddha qui était avec ses élèves. Ils étaient en train de parler. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui passe par là. Et puis il y a un de ses élèves qui commence à rire, à mépriser, à manquer de respect vis-à-vis de cette femme qui n'était pas très bien habillée, enfin qui apparemment était de mauvaise vie. Et Bouddha lui dit, mais pourquoi tu t'es montré agressif et irrespectueux envers cette dame? Parce que toi, tu vas bien, tu es arrivé à un degré de maturité et à un degré de pureté et d'être soi, parce que toi, tu es à ton énième vie, tu es à ton énième réincarnation, alors que cette femme n'en est qu'à sa première. Donc, c'est un travail intérieur qui continue tout le temps, peut-être voilà, sur le plan transgénérationnel, c'est peut-être nos enfants qui vont prendre le flambeau et qui vont continuer, mais voilà, d'ailleurs l'essentiel, ce n'est pas d'arriver, parce qu'une fois que vous arrivez, voilà, qu'est-ce qui va se passer? L'essentiel, c'est d'être en marche, c'est d'être en mouvement, c'est d'être vivant, voilà. Donc la destination, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire. Alors je sais que la culture dans laquelle nous vivons, la culture capitaliste, voilà, donc nous aide, voilà, nous excite, nous titille dans notre pensée magique et nous fait croire qu'en faisant ceci ou en consommant cela, on peut arriver vous voyez, à destination, à être heureux, à avoir une sexualité parfaite, etc. Mais enfin, je pense que ce sont des hameçons manipulatoires, mais en fait, voilà, je ne pense pas qu'il y ait une fin, qu'il n'y ait pas un but. Je crois qu'il faut continuer à marcher et toute sa vie. D'abord avec un guide et ensuite on peut le faire soi-même. Când ne dăm seama că am ajuns adulți, mulți dintre noi pedalăm pe acest drum despre care vorbiți dumneavoastră, dar din postura de copii. Când ne maturizăm? Care sunt indicatorii că ne-am maturizat cu adevărat? Oui, alors déjà pour savoir quand est-ce qu'on est vraiment adulte, il faut qu'on arrive à définir un peu quelles sont les caractéristiques de l'enfant. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre la psychologie de l'enfant et la psychologie de l'adulte? Alors, si vous voulez, dans la psychologie de l'enfant, il y a déjà la pensée magique. C'est-à-dire, on croit qu'il ne suffit de prononcer un mot ou faire un geste pour que les choses soient métamorphoses et les choses soient complètement transformées et tout ça. Donc, il y a la pensée magique. Il y a l'impatience. Voilà. C'est-à-dire que quand l'enfant veut quelque chose, demande un gâteau, si on lui dit attends un peu, si on lui dit tu auras un gâteau ou un cadeau demain, le Père Noël va venir dans 3 jours, l'enfant, il est dans l'immédiateté de l'instant, il ne peut pas prévoir, il ne peut pas patienter. Voilà. Donc, c'est la pensée magique, l'impatience. Et puis l'enfant, si vous voulez, il est aussi dans une émotionnalité vraiment débordante et dans une émotionnalité vraiment à fleur de peau, très importante. Tout est important. Tout est une question de vie ou de mort. Si par exemple, on lui donne, il a perdu sa poupée ou sa voiture, donc c'est pas quelque chose d'anodin ou sans importance, c'est très grave. Si, voilà, donc, alors que l'adulte, effectivement, par contre, il est conscient il n'est pas dans la pensée magique,
il est conscient de la complexité des choses, il est conscient qu'effectivement, qu'il faut qu'il soit de plus en plus, qu'il soit patient. Patience, non pas attendre quelque chose ou quelqu'un, mais attendre, vous voyez, la capacité de pouvoir patienter, et quelquefois même de renoncer à l'objet de son désir, vous voyez, donc de faire un peu, de faire le deuil du besoin ou le désir qu'il avait. Et puis, il n'est pas dans une émotionnalité tsunamique, volcanique, c'est-à-dire que voilà, les choses sont importantes, mais à chaque fois les choses n'engagent pas son identité et sa vie entièrement. Par exemple, il peut être licencié de son travail, il peut être abandonné par son amant, son amoureuse, sa femme, son mari, voilà. Il peut perdre, même, c'est dramatique, hein, il peut même perdre un enfant, mais il continue à être, enfin, il tremble évidemment, mais il continue à rester vivant. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le deuil de l'objet et de la personne, de la perte, il est capable de faire de la perte, mais il reste vivant. Alors que quand je travaillais dans ma clinique psychiatrique, quand il y avait une rupture sentimentale, eh ben, la personne qui avait été abandonnée, elle avait perdu quelqu'un, mais elle s'était perdue en même temps. C'est-à-dire qu'elle perdait en même temps aussi le sens de la vie, et la vie n'avait plus aucune importance. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient des suicides, qui se tuaient ou qui faisaient des tentatives de suicide. Alors on devient adulte, si vous voulez, quand on a un peu de distance par rapport à la pensée magique, qui continuera tout le temps, mais ça sera moins intense, quand on sera capable de patienter, quand on sera un peu plus conscient de la complexité des choses, c'est-à-dire qu'on sort du manichéisme complètement simpliste, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est positif, ça c'est négatif, voyez. Et quand on n'est plus dépendant de l'extérieur, de l'objet ou des personnes, et qu'on est capable de s'en passer, ou on est capable de pouvoir être seul. L'enfant ne peut pas être seul et l'enfant ne peut pas. Voilà. Donc il y a un certain nombre de particularités qui font qu'on peut dire qu'on est devenu non pas adulte, mais un peu plus adulte. Voilà. Et qu'on prend les choses avec un peu d'aération, avec un peu de distance, et que quoi qu'il arrive, on est debout et on reste vivant. Et on ne cherche pas non plus à garantir son identité et sa légitimité en faisant, en ayant ou en se tissant tout le temps des liens avec les autres. On peut se suffire à soi-même, psychologiquement j'entends, hein. On peut être par et pour soi sans être dans la mendicité affective et dans les dépendances sadomasochistes. Care este primul pas concret pentru vindecarea unui trecut traumatic? Alors, le premier pas concret, c'est pas un premier pas concret, c'est pas concret. C'est-à-dire, justement, c'est pas en faisant quelque chose, encore une fois, par recours à l'objet. Par recours à l'objet, c'est-à-dire par recours à une chose ou par recours à une personne à l'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose de concret et de réel de l'extérieur, mais c'est, si vous voulez, un regard sur soi et une espèce de recherche dans son passé. En fait, la chose la plus importante, c'est d'arriver à connaître son passé, à mettre son présent mettre son présent en lien par rapport à son passé. Parce que quand on a un traumatisme aujourd'hui, dans Ici et Maintenant, quand on a une épreuve, eh bien, cette épreuve, effectivement, ça me touche moi, personnellement, ça me déstabilise moi, ça me remue ou ça me fait chuter moi en tant qu'adulte, mais ça touche aussi, ça impacte aussi, ça déstabilise aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon, la petite fille que j'ai été, mais que je continue à être encore aujourd'hui. Donc,
quand l'adulte d'aujourd'hui est trop sous l'emprise de son enfant intérieur, à cause des maltraitances qu'il a subies avant, à cause, si vous voulez, des traumatismes qu'il a subis, eh bien, il y a une disproportion entre le côté adulte qui est très faible, il pèse 4-5 kilos, et puis entre le côté de l'enfant intérieur qui pèse 50 kilos ou 500 kilos. Alors, c'est pour ça que la première chose, c'est de comprendre, en fait, que dans des situations dramatiques, voilà, je suis touché parce que j'ai perdu mon travail, ou j'ai perdu de l'argent, ou j'ai perdu, voilà, mon amour, voilà. Mais que je suis touché aussi par rapport au petit garçon qui, voilà, reçoit ça de façon beaucoup plus volcanique. Donc, la première chose, c'est non pas de faire quelque chose de concret dans l'extérieur, mais c'est d'essayer de se regarder, de s'auto-centrer, de venir à l'intérieur de soi, et puis de comprendre, de se demander déjà avant, mais pourquoi je vis ça de façon aussi dramatique? Parce que, voilà, on fait des choses de façon dramatique, en fait, elles ne le sont pas du tout. Voilà, donc c'est de se regarder et de repérer, d'accueillir, ce sont les deux mots que j'emploie tout le temps, de repérer et d'accueillir son enfant intérieur dans sa détresse. Et puis pour voir aussi effectivement quelles sont les causes de cette détresse par rapport au triangle père-mère-enfant qu'on a connu avant. Et qu'est-ce qu'il y a? Et puis par rapport à ce que j'appelle tout le temps la dépression infantile précoce, donc quelles sont les causes de ça dans le passé et pas dans l'actuel, dans le présent? Parce que effectivement, la plupart des drames entre guillemets que nous vivons et que nous croyons que c'est l'extérieur qui en est la cause, et c'est l'extérieur qu'en l'arrangeant, qu'en réparant les choses extérieures qu'on arrivera à y remédier. Et ben, on est vraiment dans on est vraiment dans l'erreur. On n'est vraiment pas dans le bon chemin. Donc, quand il y a une tourmente intérieure, quand il y a une épreuve, donc se pencher vers l'intérieur et d'essayer de repérer et d'accueillir l'enfant intérieur et de l'écouter pour qu'on puisse effectivement comprendre un peu ce qui m'arrive et quel est le sens de mes émotions aussi fortes. De-a lungul anilor am încercat să fac pauze. Am fost într-un tumult continuu, să fac bani, să adun averi, să câștig notorietate, să câștig foarte multă validare socială, să fiu iubit, și a trebuit să mă chinui ca să ajung să dobândesc toate acestea. Însă au existat și momente în care am spus stop, mă opresc, mă apuc să meditez, mă apuc să studiez fenomenul copilului interior, voi face o introspecție mult mai largă. Dar în momentele în care încercam să diminuez ritmul, se întâmpla ceva ciudat sau se întâmplă ceva ciudat. Am un sentiment de non-vitalitate. Parcă nu aș fi viu dacă nu aș face ceea ce mă cheamă către luptă, ceea ce mă cheamă în arenă. De aceea mereu am sentimentul că trebuie să încep lucruri noi. Pentru că dacă nu încep lucruri noi, nu sunt, să spunem, suficient de viu. Cum explicați această situație, acest sentiment? Că ești în viață doar dacă faci lucruri. Atunci când stau, când încerc să meditez, simt că mă prăbușesc într-o stare de mediocritate, sau aș spune într-o stare mortiferă. Quand en tant qu'enfant, on a la dépression infantile précoce, ça veut dire quoi la dépression infantile précoce? Ça veut dire qu'on a manqué de deux choses tout à fait essentielles et de deux choses tout à fait fondatrices, qui est la nourriture affective et la protection, la sécurité. Alors, quand on a manqué de ça, on a la dépression infantile précoce. Mais ces deux éléments dont je parle, c'est pas seulement important pour les humains, c'est important pour les plantes, pour les chats, pour les chiens, pour tous les animaux et pour tous les pays.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on manque de nourriture, alors réelle ou de nourriture affective, et à chaque fois qu'on manque de sécurité, de protection, eh bien, on perd le sentiment d'être, d'exister, le sentiment d'être vivant et le sentiment d'être légitime, c'est-à-dire d'être digne, d'être vivant et de rester en vie. Alors, quand on a cette dépression infantile précoce, eh bien, la vie s'arrête. On ne peut plus, l'enfant de 6 mois, de 1 an, il ne peut plus avancer, il ne peut pas continuer. Eh bien, c'est insupportable. La dépression infantile précoce est insupportable. Alors, c'est pour ça que l'enfant, le petit garçon, la petite fille, a besoin d'assurer sa survie par l'action, par les objets. C'est-à-dire en devenant très bon à l'école, en devenant gentil, plus tard en étant très brillant, en étant parfait, en gagnant beaucoup d'argent, en ayant beaucoup de relations, en faisant des inventions, en faisant n'importe quoi. Voilà, c'est très bien. Et ben parce que la dépression infantile précoce a produit dans le psychisme des parties inanimées, des parties mortes, inanimées. C'est comme des plantes, quand ils n'ont pas reçu de soleil et d'eau, eh ben, ils flétrissent, ils sont fanés. Donc le petit garçon, la petite fille a besoin de redoubler de vitalité, de gagner de l'argent, de gagner, d'être brillant, etc. Voilà. Et comme ça, il se sent exister, il se sent reconnu, il se sent important, il compte. Comme ça, il compte. Il est vivant et il est légitime. Alors, ça, j'appelle ça la bouée de sauvetage, comme une espèce de bouée de sauvetage quand on a peur de se noyer. Alors ça marche pendant quelques décennies jusqu'à ce que l'adulte ait assez d'argent et trouver une femme ou un enfant, etc. Mais après quelque temps, eh ben, ce sont des mécanismes, la bouée de sauvetage se dégonfle. Après un certain temps, les freins qu'on avait mis en marche, eh ben, ça ne marche plus. Alors voilà, donc si on continue, si on ne gagne pas d'argent, si on n'a pas de relation, si on n'a pas de célébrité, d'importance, etc., eh bien, on risque effectivement de s'effondrer. Parce que jusque-là, on a vécu alors voilà, on a été comme des immigrés. Les immigrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient dans leur pays avant et à un certain moment, ils étaient en insécurité, il n'y avait plus à manger, ils ont été obligés d'émigrer à l'extérieur. Eh bien, l'enfant, c'est comme ça. Il a émigré de son intériorité qu'il a laissé, qu'il a abandonné son intériorité. Il est allé à l'extérieur et il a trouvé des protections à l'extérieur. Voilà. Ça marche très bien. Et puis, il y a un moment où ça ne marche plus. Alors, c'est pour ça que la psychothérapie aide à repérer, à retrouver, à accueillir l'enfant intérieur, voyez, à retourner, si vous voulez, dans le passé, pour trouver quelles sont les causes de cette agitation. Parce que l'argent, c'est très bien, par exemple, pour acheter des manteaux, pour acheter des vêtements, pour aller dans les hôtels 5 étoiles. Quand on gagne le loto, c'est très bien. Moi aussi, j'aime l'argent. Tout le monde a. Mais l'argent ne peut pas vous aider à être, à exister, à vous sentir digne et légitime. Ça ne marche pas. Vous pouvez être président de la République, c'est bien. Oui, vous pouvez faire des élections, devenir président. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais c'est bien parce que ça donne des joies, ça donne des plaisirs. Mais ça ne peut pas vous donner, vous réparer l'identité que dès le départ, vous n'aviez pas. Ça ne peut pas vous faire, vous redonner ce sentiment que vous êtes vivant et que vous avez le droit d'être en vie et vous avez le droit, vous bénéficiez de la légitimité. Donc, à un certain moment, il faut retourner chez soi, vous voyez, l'émigration finie, retourner chez soi, retourner dans son intériorité et construire une colonne vertébrale, c'est-à-dire de s'aimer, de s'accepter, d'avoir une image de soi meilleure, vous voyez, et de diminuer, en fait, de l'emprise
du poids de l'enfant intérieur. Parce que si j'ai une image mauvaise de moi, vous voyez, en fait, c'est parce que c'est mon enfant intérieur qui me domine. Vous voyez, voilà. C'est lui qui se sent coupable, c'est lui qui a la dépression infantile précoce. Et en comprenant, en me rendant compte d'où vient le problème, eh ben, ça aide à l'adulte de faire le contrepoids et d'exister et même de contrebalancer les fantômes de son enfant intérieur. Donc, au-delà d'un certain degré, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, oui, ça sert pour les plaisirs comme ça, mais ça ne peut pas nous fonder, ça ne peut pas nous enlever nos craintes d'inexister. Et ça ne peut pas réparer nos parties inanimées, c'est-à-dire notre dépression infantile précoce. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Aș vrea totuși să vă prezint o situație paradoxală. Eu am citit cartea Copilul interior de 2 ori și am decis să intru într-un proces de introspecție, să analizez toate durerile pe care le-am trăit atunci când eram copil, relația cu părinții, relația cu tată, relația cu mama. Am identificat și vârsta la care copilul interior a fost mai mult sau mai puțin traumatizat. Am identificat câteva borne, câteva evenimente dureroase. Am înțeles cum funcționează mecanismul, apoi am mers la cartea Golul interior, cum să trăim în prezent aici și acum, după care am mers la cartea Cum să ne reconstruim după o traumă, toate cărți scrise de dumneavoastră, însă pe măsură ce am acumulat informații, pe măsură ce am acumulat conștientizări, pe măsură ce am înțeles ce s-a întâmplat cu copilul interior, cum a evoluat copilul interior, cum a evoluat adolescentul interior, nu doar copilul interior, cum am rămas poate de multe ori înțepenit, blocat în copilărie, totuși nu-mi dau seama dacă am evoluat sau nu am evoluat, pentru că vin momente în care cineva mi-apasă un buton, un mic buton și simt că explodez. Ce se întâmplă cu toată această materie pe care eu am integrat-o, pe care eu am înțeles-o, cu copilașul interior pe care l-am desenat, cu tot mecanismul pe care l-am înțeles? Când îmi dau seama dacă am progresat sau nu am progresat? Pentru că durerea sau impactul sunt aceleași. Care e diferența între mine, care am citit toată această materie, și altcineva care nu a citit? Ce mă face pe mine să îmi îmbunătățesc calitatea vieții odată ce înțeleg aceste elemente? Pentru că eu la fel de rapid mă inflamez și acum. Sau poate că nu, nici nu-mi dau seama. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que l'évolution, donc, effectivement, c'est quelque chose qui ne se fait pas de façon magique et massive et tout de suite. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que, voilà, donc, il peut y avoir quelquefois des prises de conscience un peu, voilà, par la lecture, mais je crois que ces prises de conscience seraient nettement plus efficientes, plus agissantes, plus efficaces, dans la mesure où c'est aidé par un guide. C'est-à-dire, enfin ça a été toujours une question dans la psychanalyse. Est-ce que rien que l'introspection pourrait être une démarche thérapeutique, ou est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un? Moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un écho, on a besoin d'un autre regard, on a besoin d'un autre discours. Cela dit, ça dépend aussi comment on commence à travailler. Parce que si on considère le travail comme quelque chose qui va nous métamorphoser, ça c'est quelque chose que la psychologie positiviste met beaucoup en avant, eh bien on ne sera pas métamorphosé. C'est-à-dire que nos douleurs d'enfant, nos traumatismes,
ça veut dire que nos souffrances, voyez, donc, vont continuer toute notre vie. Mais ce qui va changer, c'est que ça va être de moins en moins intense et ça va être de moins en moins fréquent parce on peut arriver petit à petit, grâce à un guide, à l'acceptation de l'inacceptable. Et on peut arriver petit à petit à intégrer les choses et à accepter l'inacceptable. Donc, on souffrira toujours, mais bon, moins fréquemment et moins intensément. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'on est en bonne santé. Parce que être en bonne santé, ça ne veut pas dire ne rien ressentir, ne pas être malheureux, ne pas souffrir, etc. Non. Être en bonne santé, ça veut dire intégrer la capacité de ne pas être bien tout le temps. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans avec les schizophrènes. Et ben, les schizophrènes, ils ne sont jamais malades. D'ailleurs, ma thèse de doctorat est sur les symptômes psychosomatiques et la schizophrénie. Ils peuvent casser la glace dans un lac et aller baigner sous la glace. Et ils peuvent manger n'importe quoi, ils ne sont pas malades parce qu'ils n'habitent pas leur corps. Donc, le fait de tomber malade, c'est paradoxal, c'est un signe qu'on va bien, c'est un signe de santé. Par exemple, avoir des sentiments de culpabilité, ça veut dire qu'on va bien. Parce que le pervers, il se permet toutes les offenses et tous les crimes, et il n'a pas de sentiment de culpabilité. Il se permet, par exemple, de violer une femme, et il dira, c'est la faute de la femme. Et moi, je n'ai pas fait de faute, vous voyez. Donc, le fait d'éprouver des sentiments de culpabilité, alors, il ne faut pas que ça soit trop intense, parce que après, c'est du côté de l'enfant intérieur. Ça veut dire qu'on est en bonne santé. Le fait d'être angoissé, vous croyez, c'est la preuve de notre humanité si on est angoissé, si on est inquiet, si on a peur. La dépression, moi, j'avais appelé mon livre « La dépression, une maladie ou une chance ». J'ai appelé mon livre, chez Fayard, que la dépression était une chance. Parce que contrairement à ce que tout le monde écrivait et disait, la dépression n'est pas une maladie. Quand on est déprimé, ça veut dire qu'on va bien. Et en fait, la dépression, c'est quelque chose qui est venu nous guérir. Nous dire, ah ben ça fait déjà des décennies que tu vas pas bien, tu peux pas dire non, tu es au service de tout le monde, tu es gentil, tu t'écrases, tu n'existes pas. Et la dépression est venue pour nous guérir. Comme la fièvre par exemple, vient nous aider, parce que sinon on va mourir. La fièvre vient nous dire, attention, tu as un foyer microbien quelque part, il faut t'en occuper. La douleur, ça veut dire que c'est notre ami, la douleur, en disant, attention, tu t'es cassé un muscle, un os, ou tu t'es déchiré un muscle, il va falloir te prendre soin de toi. Voilà. Donc, quand on fait une thérapie ou quand on avance dans son cheminement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir comme l'acier inoxydable, comme une pierre, mais ça veut dire qu'on est ouvert à la souffrance, mais aussi à la joie. Parce que qui n'a pas accès à la souffrance ne peut pas prétendre à la joie. Donc, ça n'est pas un état de perfection et d'insensibilité, et tout va bien, la vie est belle et tout ça, c'est qu'on devient un être souffrant de temps en temps. Et quand c'est très intense, ça veut dire que c'est l'enfant intérieur qui a été impacté, mais qu'on arrive aussi vraiment, alors cette fois-ci, à la vraie joie qui n'est pas dans la consommation des choses ou dans la consommation des personnes. C'est-à-dire que la vraie joie, on peut être par exemple avec un homme ou avec une femme, c'est pas forcément parce qu'on prend plaisir, c'est pas forcément parce qu'on a besoin de lui ou besoin d'elle, mais parce qu'on a son désir et parce qu'on est dans l'amour gratuit et que les actes et ce qui donne concrètement et tout ça deviennent secondaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a une espèce de disponibilité à l'autre et une disponibilité à soi qui n'est plus basée sur les actes ou les choses ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle?
L-ați citat în cartea dumneavoastră pe filozoful Rumi, care spune: durerile pe care le simți sunt mesageri, ascultă-le. Apoi mi-am notat aici ceea ce ați punctat și dumneavoastră: nu evita experiențele dificile, ele sunt profesori excelenți. Crezi că ești durerea, dar în realitate ești leacul care vindecă. Crezi că ești zăvorul inimii tale, când de fapt ești cheia care o deschide. Ceea ce te rănește te binecuvântează. Întunericul este lumânarea ta. Nu te abate. Păstrează-ți privirea asupra locului întunecat. Nu te întrista. Tot ce pierzi se întoarce sub altă formă. Te-ai născut cu aripi, de ce ai preferat să te tărăști prin viață? Și pe când te vei scufunda în liniștea nopții și te vei regăsi și îți vei regăsi visele, să știi că frumusețea pe care o vezi în mine este reflexia ta. Dacă devenim dependenți de durerea noastră, nu mai putem să ieșim din sentimentul acela de vinovăție pe care îl trăim. Uneori am sentimentul că, da, am făcut greșeli, omenește să faci greșeli, dar rămân blocat într-o adicție, într-o dependență de durere. Nu mai știu să ies din acest loc întunecat. Da, eu înțeleg perfect că e necesară suferința pentru evoluție, dar cum ieși de acolo? Pentru că e posibil să intri și să nu mai găsești scara, să nu mai poți să ieși din acest tărâm întunecat și rămâi dependent. Eu sunt dependent de starea de nefericire, sau sunt dependent de starea de alertă. Rămâi dependent într-o situație negativă. Cum ne aruncăm din această groapă? Cum ieșim din această temniță? Je ne sais pas si le mot sortir est vraiment adéquat. Parce que on peut pas, c'est pas le mot sortir à mon avis qui convient, c'est le mot intégrer. C'est-à-dire que si on comprend que cette douleur, à cause de son intensité d'abord, elle est trop forte la douleur, et puis ensuite, ça ne correspond pas à la réalité actuelle, vous voyez ? Par exemple, j'ai perdu quelque chose, mais bon, ça se rattrape. Je peux trouver une autre femme, un autre mari, je peux trouver un autre travail, vous voyez, c'est réparable. Alors, si on comprend que la douleur est trop intense d'un côté, et la douleur n'est pas vraiment en rapport avec ce qui se passe dans l'extérieur, par exemple, un ami est arrivé, il ne m'a pas dit bonjour. Vous voyez, il y a des gens qui sont très perturbés, où je dis bonjour, il n'a pas répondu. Ça peut être quelquefois des choses futiles, où ma femme n'a pas voulu faire l'amour avec moi, où quelqu'un m'a dit je viens te chercher à 8h et puis il a complètement oublié. Quelqu'un nous a invités à manger et puis on est allé, il n'y avait personne, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas que des choses objectivement graves et importantes dans la vie. Quelquefois, il y a aussi des petites choses qui nous mettent hors de nous. Vous voyez qu'on est dans un... On peut tuer quelqu'un, hein, on peut même, il y a des gens... Il y a des meurtres entre les voisins. Il y a un voisin qui a fait un peu de bruit. Il peut être tué quelquefois. Donc des choses qui n'ont quelquefois aucune importance, ça prend une proportion tout à fait dramatique. Vous voyez ? Alors si on comprend que l'intensité et la fréquence de la douleur, ça ne correspond pas à la réalité d'ici et maintenant, et que ça correspond à mon enfant intérieur, vous voyez ? Premièrement, repérer et découvrir l'enfant intérieur. Deuxièmement, accepter l'inacceptable, c'est-à-dire accepter que mon enfant intérieur souffre d'une souffrance, de blessures anciennes et la culpabilité ou les sentiments d'abandon, le sentiment de ne pas compter, le sentiment qu'on ne voulait pas de lui parce qu'il était une fille, on voulait que ça soit un garçon, parce que ça correspond à des traumatismes et à des blessures. Donc, je repère que c'est du côté de mon enfant intérieur parce que c'est trop intense et parce que ça ne colle pas à l'extérieur, voyez. Et puis ensuite, je repère, je trouve les causes de ça et donc j'accepte, c'est-à-dire je comprends qu'il y a de quoi que mon enfant intérieur soit complètement bouleversé, que soit complètement par terre, voyez. C'est-à-dire qu'il faut légitimer, qu'il faut comprendre qu'effectivement, au moment où ça s'est passé, vous comprenez,
Donc c'était très grave. Il faut pas, parce que de temps en temps, on a l'habitude de dire mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Si c'est ressenti par notre enfant intérieur comme étant très grave, vous voyez. Alors donc, repérer que c'est du côté de l'enfant intérieur à cause de l'intensité de la fréquence, que c'est pas en rapport avec l'extérieur, et puis comme ça, l'adulte, il peut faire le contrepoids, et puis tout ce qu'on a fait, par exemple, les addictions. Comment sortir d'une addiction, puisque vous avez employé le mot sortir? Eh bien, déjà, la première chose, parce que les gens, ils ont dit, ah, je suis un idiot, je suis un imbécile, je me détruis la santé, mais pourquoi je prends la cocaïne, pourquoi la héroïne, pourquoi je fume 2 paquets de cigarettes par jour, pourquoi je bois tant d'alcool, tout ça. Voilà. Donc la première chose par rapport à ces addictions, c'est de les remercier. C'est de se dire qu'on a fait la meilleure chose au monde que de s'alcooliser, que de devenir prostituée. Parce que moi, j'avais des patientes qui sont devenues prostituées. Addiction à la sexualité, addiction... Il faut remercier. Parce qu'en fait, c'était des bouées de sauvetage. On ne pouvait pas faire autrement à une certaine époque, parce que sinon, on se sentait plus vivant, et on se sentait plus reconnu, on se sentait plus exister. Donc, une façon de prendre de la distance par rapport aux symptômes, par rapport aux addictions, c'est de les remercier, parce qu'à un moment donné, ils nous ont sauvé la vie. Parce que plus on lutte contre un symptôme, d'un côté, on se fatigue, on sort de l'énergie, et puis c'est le symptôme qu'on veut chasser qui devient de plus en plus fort. Et c'est le symptôme qui va devenir tellement fort qu'il va finir par se débarrasser de nous. Donc, la lutte est vraiment contre-productive. C'est-à-dire, plus vous luttez et plus ça vous colle. Et puis ensuite, pour s'en sortir d'une addiction, par exemple, vous voyez, eh ben, on ne peut quitter quelque chose et quelqu'un que dans l'amour et la paix. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas à aimer votre symptôme, parce que ce symptôme, c'est très gênant, mais ça vous a sauvé la vie à un certain moment, c'est pas par hasard qu'il est venu. C'est pas par hasard que vous vous mettez à fumer ou à boire et tout ça. Donc, on ne peut quitter quelqu'un ou quelque chose que dans l'amour et la paix, c'est-à-dire pacifier avec le symptôme, comprendre qu'à un certain moment, ça a été... Voilà, on a parlé du sauveur. Ça a été votre sauveur, où vous avez cru à un certain moment que ça peut vous sauver. C'est dans cette reconnaissance-là. Et puis alors, justement, dans le livre que vous avez souligné, je développe un autre thème qui est la désespérance. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est-à-dire arriver à prendre conscience de ses limites à soi et des limites des autres. C'est-à-dire ne pas trop se faire d'illusions. Vous pouvez gagner encore 3 milliards, ça ne changera rien par rapport à votre être. C'est-à-dire c'est bien de gagner de l'argent, mais se faire pas trop d'illusions, ne pas, si vous voulez, hyper enjoliver. Et puis deuxièmement, vous aussi, vous avez des limites. C'est-à-dire non seulement les choses et les personnes ont des limites, ils ne peuvent pas vous donner la mer que vous n'avez pas eue. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait tout le temps. Mais d'être conscient aussi de ses propres limites à soi. Vous ne pouvez pas manger plus d'une cuisse de poulet au repas. C'est-à-dire vous aussi, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas tout prendre, tout recevoir, tout manger. Donc, la désespérance, ça veut dire que vous ne vous faites pas trop d'illusions sur la capacité des choses et des autres à vous sauver, et que vous ne vous faites pas, vous diminuez aussi votre demande et votre intensité. Et vous voyez, donc voilà, parce que vous êtes, justement, hyperboliser, se faire des illusions sur les autres et sur soi, ça, c'est un regard infantile. Parce que l'enfant croit que voilà, qu'il suffit de ci, de ça pour retrouver sa mère. Parce qu'en fait, toute la pathologie, si vous voulez, tous les problèmes, c'est qu'on est dans la quête de la matrice,
on est dans la quête de la matrice, c'est-à-dire une mère aimante, parce qu'à un certain moment, on ne l'a pas eu. Mais avoir recours à des objets et à des personnes à l'extérieur, ça nous donne un délai, ça nous protège un peu, mais pas longtemps, puisque plus on va avancer dans l'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et plus le petit garçon, la petite fille en détresse, on s'approchera de lui et il nous demandera des comptes. Moi, j'ai des personnes de 90 ans, voyez, qui ont eu mari, qui ont eu fortune, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, qui ont tout. Ils ont une vie parfaite, ils ont tout pour être heureux. Et ils sont dans un état de détresse épouvantable parce qu'ils ne sont pas. Parce qu'à un certain moment, il suffit, quoi qu'on ait, tout ça, parce qu'à un certain moment, on fait des études, on a des enfants, le mari, femme, et l'argent et tout ça, vous voyez. Et à un certain moment, ce qu'il faut absolument s'occuper, c'est Moussa, Stéphane, non pas par rapport à nos qualificatifs et notre pouvoir et notre avoir et nos relations et tout ça, mais notre personne, le petit garçon, voyez, qui a été complètement délaissé. On peut parler, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire délaissé? Vous voulez qu'on en parle, délaissé? Parce que, oui, peut-être vous avez des questions à poser. Desigur. Vorbeați despre manifestarea bucuriei, chiar și în fața suferinței. Eu am o problemă cu care mă confrunt. Nu știu să îmi dezvolt mușchiul recunoștinței. Și o să vă dau un exemplu simplu. Mi-am dorit foarte, foarte mult să fac acest interviu și Dumnezeu m-a ajutat să fiu aici, alături de dumneavoastră. E ca un vis devenit realitate, ba chiar mai mult decât atât. Chiar am realizat un caiet al visurilor. Sunt autorul unui astfel de caiet în care poți să scrii visurile, năzuințele, obiectivele. Mi-am îndeplinit acest vis și ăsta este un simplu exemplu. De ce se diluează atât de rapid sentimentul acesta de reușită, de victorie? Vorbind cu dumneavoastră, mi-am dat seama cât de plăcut este dialogul și că trăiesc un moment de apogeu, aș putea să spun, pentru că am vorbit cu foarte mulți psihanaliști, filozofi, aș putea să spun experți, dar acesta este un moment de bine, un moment de bucurie. Cu toate acestea, după ce plec de aici, așa cum a spus dumneavoastră, simt un sentiment de prăbușire interioară că nu am fructificat suficient de mult această reușită, că nu m-am bucurat suficient de mult și că o uit și că am nevoie să-mi hrănesc golul acesta interior și să bag acolo alte reușite și alte reușite. Cum pot să transform acest moment într-o bornă, într-un moment zero, care să mă învețe cum să mă bucur cu adevărat și să-mi aduc aminte, domnule, într-un moment în care îmi este mai greu sau într-un moment mai nefericit, să-mi aduc aminte, bă, ai ajuns la Paris, ai stat la un metru de idolul tău, de un autor pe care îl respecti atât de mult, de un profesionist. Cum dezvoltăm recunoștința în ființa noastră și de ce copilul nostru interior nu este recunoscător? Pentru că atunci când suntem mici, suntem mai recunoscători decât atunci când suntem mari. Dacă primim o jucărie când suntem mici, ne jucăm cu ea foarte mult timp. Sărbătorim acele momente într-un mod cu totul diferit. Acum eu nu mai știu să sărbătoresc victoriile acestea. Si vous voulez, le fonctionnement de la réalité n'est pas le même fonctionnement que le psychisme. Par exemple, si vous voulez venir de Bucarest à Paris, vous ne pouvez pas venir à pied. Parce qu'à pied, ça va mettre très très longtemps. Donc, on peut aller rapidement de Bucarest à Paris en prenant l'avion. Voilà. Mais pour aller d'un point de soi à soi, plus vous allez vite et moins tôt vous arrivez. Donc, ce qui est dans l'évolution psychique, le critère, c'est la lenteur. Il faut aller très, 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 très lentement pour arriver vite. Si vous avez, par exemple, par rapport au danger, s'il y a une voiture qui fonce vers vous, il faut vite vous écarter.
Si vous vous écartez pas, ou s'il y a un serpent, un chien qui veut vous mordre, il faut vite courir, il faut vite éviter. Mais par rapport à notre intériorité, c'est pas la même démarche. S'il y a des ennemis intérieurs, s'il y a des angoisses, si vous fuyez, c'est 10 fois pire. Quand vous avez 1 mois de prison à faire, si vous faites gentiment 1 mois de prison, vous en aurez 15 jours. Parce que 15 jours, on va dire, il a été gentil, c'est remise de peine. Si vous vous mettez à escalader les murs pour fuir, au lieu d'1 mois, vous aurez 3 mois. Si vous prenez l'histoire du vide, si vous avez dans votre jardin un trou, il faut vite le boucher. Parce que si vous ne bouchez pas le trou, le vide dans votre jardin, vous allez tomber dedans, vous allez vous casser les pattes. Donc, la façon dont on se comporte par rapport à la réalité extérieure et la façon dont fonctionne la réalité intérieure est tout à fait différente. Le vide intérieur, c'est quoi le vide intérieur? Le vide intérieur, c'est le vide de l'amour et maternel et de la protection du Père. Plus on va remplir ce vide, et plus il va devenir grand jusqu'à ce qu'on se noie dedans. Donc, le vide intérieur, c'est quelque chose à respecter, à chérir. D'ailleurs, le vide intérieur, si vous voulez, c'est la matrice, c'est l'utérus de la femme enceinte, pour que quelque chose puisse s'épanouir et se développer dedans. Donc, si vous voulez, plus on va être dans le remplissage, et plus on aggrave son cas. Parce que ce n'est pas de la même nature le vide intérieur, parce que, en fait, le vide intérieur, qui est le vide de la mère, non pas parce que la mère était absente réellement, mais parce qu'elle était indisponible psychologiquement, ça n'est pas un manque qu'on peut combler. C'est un manque à être et non pas un manque à avoir. Le manque à être, plus on le répare concrètement à l'extérieur et plus il s'aggrave. Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'on a le sentiment du vide intérieur, vous voyez, c'est le capitalisme qui nous dit que ce n'est pas bien, qu'il faut remplir. Il faut manger, il faut boire, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Alors on gaspille, on jette, vous voyez, le vide intérieur et tout ça. Mais le vide intérieur est incomblable. Il n'y a personne au monde qui est arrivé à combler le vide intérieur parce qu'il faut le respecter et se dire, ah ben, j'ai le vide intérieur. C'est d'abord l'enfant intérieur, c'est mon petit garçon. Et mon petit garçon, à un certain moment, il a été dans la dépression infantile précoce, c'est-à-dire il a eu la carence matricielle. Et donc, il faut parce que c'est l'acceptation qui fait baisser le soufflet, vous voyez. L'autre jour, j'avais une patiente. Et bien, la patiente, elle est la 4e enfant d'une famille. Il y avait 3 garçons avant elle. D'accord? Et bien, il y a un des garçons. Alors, elle avait 7 ans, 8 ans. Il y a un des garçons qui se suicide. Voilà. Parce que comme elle était la 4e enfant, elle était une fille après 3 garçons, les parents, ils étaient très heureux d'avoir une fille. Elle était vraiment très gâtée, on l'aimait, etc. Et le garçon qui est mort, après, alors que c'est une fille qui était aimée, alors après, il n'y avait plus de parents. Les parents ont disparu parce qu'ils étaient en deuil, parce qu'ils étaient traumatisés par la perte d'un enfant qu'ils avaient. Ils étaient avec la fille toujours, mais ils ne s'en sont pas occupés. Ils étaient là physiquement, mais ils n'étaient plus là psychologiquement. Ils étaient déprimés. Donc, et la fille, d'abord, elle se sentait coupable de la disparition de son frère. Par exemple, si hier soir, elle lui avait dit « Ah ben non, je ne veux pas jouer », l'enfant croit que c'est de sa faute que son frère est mort. Elle était traumatisée de la disparition de son frère. Elle a perdu ses 2 parents, son père et sa mère, vous voyez, et donc elle n'était pas bien. Et 1 an après, ses parents
divorcer. Ce qui arrive très souvent quand on perd un enfant, parce que chacun a tendance à projeter la culpabilité sur l'autre, et tout ça. Et parce que chaque parent aussi, par rapport à cette mort, a besoin de se revitaliser en allant chercher de l'amour et de la vie quelque part ailleurs. Puisque nous ne le savons pas, mais la mort, c'est très très contagieuse. C'est beaucoup plus que les virus et les microbes, parce que quand il y a une mort, eh ben, tout le monde meurt quelque part. Tout le monde est affecté. Voyez. Alors c'est pour ça que toutes les cérémonies qu'on fait pour les mourants, c'est en fait pour les survivants, pour aider les survivants à rester. Donc voilà, la dépression infantile précoce, le vide et tout ça, c'est ce que j'appelle le tragique existentiel. Le vide, il sera toujours là, mais plus on l'accepte. Alors, il y a des gens qui font des voyages sans arrêt. Alors, parce que quand il y a un dysfonctionnement psychologique, par exemple, il y a un état dépressif intérieur, ça se manifeste toujours de deux façons opposées. La dépression, c'est-à-dire les parties inanimées, le côté mort qu'on a en soi, se manifeste à l'âge adulte de deux façons. Soit d'une façon dépressive, oh la vie n'a pas de sens, je suis fatigué, j'ai pas envie, non je veux pas faire l'amour, non je veux pas travailler, je veux pas, de façon une vision dépressive de la vie, soit de façon tout à fait opposée, d'une façon d'excitation. Voilà, vous voyez, donc les spectacles, les voyages, vous voyez, hyperactivisme, les sports à outrance, le ski hors piste, vous voyez. Mais c'est toujours la même dépression qui se manifeste de deux visages différents. L'image de soi se manifeste aussi de deux façons diamétralement opposées. Il y a des gens qui disent « Ah bah moi je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je peux pas ». Et puis il y a des gens qui sont très orgueilleux et très prétentieux, qui croient qu'ils connaissent tout, ils savent tout. Tout. Donc le même manque de capital narcissique, c'est-à-dire l'image mauvaise de soi, ces sentiments d'infériorité, se manifestent soit de façon comme une chaudière, la chaudière tombe en panne, ça ne chauffe plus, soit la chaudière, donc l'eau monte à 100 degrés, de deux façons opposées. Alors, voilà, donc ça, alors même l'altruisme excessif, par exemple. Eu am avut sentimentul că atunci când am fost copil, mama mi-a acordat foarte mult atenție, poate uneori hiperatenție. Întrebarea mea este următoarea: dacă un copilaș la 1 an sau 2 ani are mama bolnavă, grav bolnavă, el poate să înțeleagă boala ca pe un abandon al mamei? Ce se întâmplă cu acei copii care au părinții bolnavi atunci când sunt mici? Părinții trec printr-o operație, mama în special a trecut printr-o operație dificilă sau a fost la un prag de a muri. Ei cum înțeleg asta la nivelul vârstei de un anișor sau la 2 ani? Și dacă recuperarea mamei, să spunem în anul 3, 4, 5, 6 de viață al copilului durează și mama se îmbolnăvește din nou, ce înțelege de fapt copilul interior și ce moștenire transmite copilul interior adultului? Oui. Donc en fait, l'enfant, il a besoin, je l'ai dit, je le répète encore parce que c'est très important. L'enfant, il a besoin de deux ingrédients, comme les chiens et les chats et les plantes et les peuples, comme tout le monde. Parce que pourquoi il y a la guerre? Il y a la guerre parce qu'un pays cherche des sources d'énergie et assurer sa sécurité. Donc il y a toujours la nourriture et la sécurité. Voilà. Donc l'enfant, pour se développer, il a besoin de la nourriture, c'est-à-dire de l'amour maternel, du lait maternel et de la protection, de la sécurité. D'accord? Dar el simte că are această protecție, simte că are această securitate. Sau, de fapt, interpretează într-un mod diferit. Adică eu am simțit că am fost foarte protejat
dar nu știu care e impactul bolilor pe care le-a avut mama mea. D'accord. Alors, quand les parents, par exemple, se disputent, ils ont des mésententes conjugales, quand papa est au chômage, quand la maman tombe malade, eh bien, l'enfant, il s'en fout de tout ça. Ce qui est important pour l'enfant, c'est pas qu'il aime sa maman et il souffre parce que sa maman est tombée malade. C'est pas parce que son papa, il a plus de travail et moi j'adore mon papa, il est malheureux. Non. L'enfant, il veut nourriture, sécurité. Quand les parents se disputent, eh ben, il a plus, le robinet est coupé. Quand la maman est tombée malade, c'est pas que la maman ne l'aimait pas, mais c'est parce que l'enfant, il va se trouver dans un état de faim et dans un état de soif et dans un état de sécurité qu'il ne dispose pas tout de suite. Voilà. Alors, quand la mère est hospitalisée, quand la mère est déprimée, ça, alors, ce qui fait que... Alors, il y a ça aussi quelquefois, mais aussi quelquefois, par exemple, vous avez dit, quand une maman s'occupe trop de son enfant, et beaucoup de son enfant, parce qu'en fait, il y a aussi cette espèce de paradoxe entre tout et rien. C'est-à-dire que quelquefois, enfin, je ne sais pas pour vous, mais si vous voulez, dans des thérapies que j'ai, quelquefois, quand une mère, par exemple, n'a pas été très aimée dans son enfance, quand elle était petite fille, d'accord ? Donc, elle a aussi ce que j'appelle la carence matricielle et la dépression infantile précoce. Voilà. Parce qu'elle n'a pas été suffisamment aimée, parce que c'était une fille, parce qu'elle a été abusée sexuellement ou n'importe quoi. En devenant maman, vous voyez, parce qu'elle reste en attente de cette affection. En devenant femme, elle demande à son mari l'affection qu'elle n'a pas eue de sa maman. Et elle peut demander après cette espèce de nourriture qu'elle n'a pas eue quand elle était petite à son enfant. C'est-à-dire en étant trop bonne mère, en étant trop affectueuse, vous voyez, elle veut dire à l'enfant, tu vois, je suis une bonne maman, tu vois, je suis une bonne personne, donc aime-moi. Donc quand certaines femmes, certaines mères donnent trop, en fait, elles demandent de l'affection de la part de l'enfant qui est posée dans une place de mère et de père, dans une place de parent qu'elle n'a pas eu auparavant. Parce que l'amour du parent vis-à-vis de l'enfant, ou même l'amour entre un homme et une femme. Alors, on me dit amour, mais ça veut dire quoi l'amour ? Il y a 4 critères qui montrent que c'est de l'amour vrai. Comment est-ce qu'on distingue un amour vrai d'un amour pas vrai ? Dans l'amour vrai, premier critère, dans l'amour vrai, j'aime, je donne. Vous voyez ? Donc voilà, je te donne, je t'aime, je te donne de l'argent, je prends du temps pour toi, enfin voilà, je t'aime, c'est le mot habituel. Dans l'amour vrai, je suis capable aussi de recevoir. C'est-à-dire que je ne me sacrifie pas. C'est-à-dire que quand j'ai 2 pommes, je te donne une pomme, mais voilà, puis une autre fois, je peux te donner les 2 pommes, et puis une autre fois, je te donne rien. Si tu me donnes une pomme, je prends. Donc, dans l'amour vrai, on donne et on est capable de recevoir. Il y a plein de gens qui n'aiment pas recevoir de cadeaux, comme s'ils n'étaient pas dignes. Ils se sacrifient, mais ils ne veulent pas qu'on leur donne en échange. 3e critère, dans l'amour vrai, donc je donne, je reçois, et je peux refuser, je peux dire non, je peux frustrer, je peux faire souffrir. Non, tu as mangé une glace, je ne te donne pas 2. Non, je ne fais pas l'amour avec toi ce soir. Enfin, je ne sais pas, on frustre. 4e critère, je donne, je reçois, je refuse, et je refuse de recevoir, 4e. Quand l'amour que je reçois ne correspond pas à mes valeurs profondes.
Je ne me prostitue pas, je ne fais pas de promotion sur canapé, je ne dénonce pas je ne sais pas qui pour l'argent. Voyez? Donc, il faut que ces 4 critères soient réunis pour que je puisse prétendre à un amour. Dans un amour vrai, on peut être bon, mais c'est très, 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 très important de pouvoir être mauvais, faire souffrir, dire non, frustré. Vous voyez? C'est pas quelque chose d'unilatéral, c'est quelque chose de très de complexe. Voilà. Alors, ce qui fait qu'il peut y avoir des parents, si vous voulez, qui essayent d'obtenir de leurs enfants, voyez, voilà, un peu ce qui leur a manqué dans leur ailleurs et avant, dans leur enfance, pour obtenir la reconnaissance ou l'amour, etc., une bonne image. Tu es un bon père, tu es une bonne mère et tout ça, ce qui leur a manqué dans le temps. Mais alors, c'est pour ça que, mais en donnant ça, alors ils se sacrifient et tout ça aussi, mais en donnant ça, en fait, ils ne donnent pas grand-chose, ils demandent. C'est pour ça que la différence entre un altruisme excessif et l'égoïsme, il n'y a pas de différence. Parce qu'en fait, l'altruisme excessif, c'est très égoïste. Parce que quand on est vraiment altruiste, on peut donner comme on peut refuser, comme on peut... Et quand ça devient excessif, parce que les excès sont pareils. Les excès, nous on croit que les excès sont très contraires l'un de l'autre, mais en fait, l'égoïsme et l'altruisme, vous voyez, donc la dépression et l'excitation, tout ça, c'est pareil. Donc voilà, enfin, on est parti de l'idée, donc il faut respecter le vide, et ça n'est pas parce que les parents étaient là physiquement qu'en fait ils étaient là, et ça dépend, parce que le rapport en fait. Alors nous, on croit maintenant que les rapports de moi avec mon enfant, ça passe par la parole et par les actes. C'est-à-dire, j'éduque mon enfant en disant, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, ça, dire bonjour à madame, il faut finir ton dessert, il faut finir tes devoirs et tout ça, il faut brosser les dents avant d'aller te coucher, par les paroles et par les actes. Et maintenant, il y en a qui disent aussi que les enfants, ils sont sensibles à notre exemple. C'est-à-dire, si on dit à l'enfant, ne joue pas au portable, et puis on est en train de jouer, donc voilà, la parole, les actes et l'exemple. Mais ce qu'il y a aussi de très important, et qu'on n'en parle pas souvent, c'est que le rapport entre le parent et l'enfant, comme dans un couple d'ailleurs, les vrais liens, c'est entre les enfants intérieurs. C'est-à-dire, moi, père, dans mon rapport avec mes enfants, c'est mon lien du petit garçon en moi avec l'enfant que j'ai en face de moi, toutes les craintes et toutes les demandes que je peux avoir silencieusement vis-à-vis de lui, qu'il réussisse ou tout ça pour moi, pour ma gloire, ou ceci et cela. Donc, le vrai lien, c'est entre les enfants intérieurs, comme dans le couple d'ailleurs, que quand on demande l'affection, en fait, voilà, c'est parce qu'on nous a manqué une mère, parce qu'on prend notre mari ou on prend notre femme pour une mère, on la harcèle de demandes. C'est entre les enfants intérieurs, comment on se comporte comme un petit garçon ou comment on se comporte comme une petite fille en tant que père ou en tant qu'amant. Donc, alors, si on prend conscience, voilà, c'est ça ma théorie, si on prend conscience de ce petit garçon, de cette petite fille en nous, et qu'on le respecte, la première chose, c'est de respecter et de comprendre, d'accepter qu'il se comporte comme ça, parce qu'à un certain moment, c'était important, c'était vital pour lui ou pour elle. Vous voyez? Donc, il faut être dans la compassion vis-à-vis de son enfant intérieur. Mais maintenant, en tant qu'adulte, parce que je n'ai pas 4 ans, mais 40 ans, vous voyez, c'est une autre démarche. Excepțional. Și ultima întrebare. Am o fetiță de 1 an și 2 luni și vreau să fiu un tată bun. Vreau să mă conectez cu ea, vreau să fiu prezent în viața ei.
nu aș vrea să trăiască nicio traumă. Cum ar trebui să mă comport în relație cu ea ca să-i ofer independența necesară, dar în același timp să fiu și foarte prezent în viața ei și să fiu și protectiv. Câteodată mă gândesc că sunt poate, sau mă gândesc să fiu foarte protector, ca să nu sufere, ca să nu o doară. Este bine să trăiască durerea? Este bine să aibă traume? Care e rolul meu ca părinte? Am vorbit cu mult mai mulți specialiști și sunt preocupați să păstrez un echilibru. Câteodată îmi propun, mâine o să stau 5 ore, că o să mergem la fotbal, o duc pe un teren de fotbal și ne jucăm, bine, ea abia merge, dar îi vorbesc foarte mult. Și îmi dau seama că după ce am vorbit, nu știu, jumătate de oră, nu ajunge suficient de multă energie sau suficient de multă conexiune către ea. Care e rolul tatălui? Și asta este ultima întrebare. Oui. Écoutez, la pollution a est un phénomène complexe. Mais un des motifs de la pollution, il y a beaucoup de facteurs, hein, mais un des facteurs, c'est quoi? C'est l'hygiène. C'est l'hygiène, c'est-à-dire que vous lavez les mains, vous lavez les serviettes, vous lavez le lavabo, voilà, vous lavez les voitures, vous lavez vos vêtements, vous lavez les draps, voyez? Mm-hmm. Donc voilà, parce qu'en fait la saleté est indestructible. Elle se déplace, la saleté. Vous lavez les mains, mais c'est le lavabo qui est sale, c'est la serviette qui est sale, la saleté ça va dans les tuyaux, etc. Voilà, donc la saleté est indestructible. Une des raisons de la pollution, c'est l'exagération, l'hygiénisme, en fait, l'hygiénisme. Cette espèce d'obsession de la propreté et de l'ordre et tout ça. Et voilà. Et puis alors, une des raisons aussi d'attraper plein de maladies, tout ça, c'est parce que notre système immunitaire de défense ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, entre autres, à cause des médicaments, à cause de plein de vaccinations, etc., vous voyez, donc voilà, donc ça ne fonctionne pas, donc parce que ça nous rend de plus en plus fragiles, alors que quelquefois, donc voilà, donc alors sur le plan psychologique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, l'enfant souffre. Il pleure, l'enfant souffre, et la souffrance a une vertu tout à fait constructrice. C'est-à-dire, en fait, la souffrance, c'est très bon, la souffrance. C'est-à-dire que, voilà, donc, il ne faut pas éviter que l'enfant souffre. Il ne faut pas, parce que, vous voyez, parce que si l'enfant souffre, parce que c'est toujours dans une espèce de dialectique féconde des contraires. Si l'enfant ne souffre pas, il ne peut pas, vous voyez, il ne peut pas accéder à la paix ou à la joie. Enfin, s'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de lumière. C'est les deux, c'est la santé, la maladie, tout ça. Donc, la chose la plus importante, donc, il faut comprendre que, voilà, que l'enfant, oui, effectivement, il peut souffrir. Et puis, on ne sait pas toujours de quoi intérieurement. Parce qu'il n'y a pas que la souffrance parce qu'elle n'a pas eu ces chaussures qu'elle voulait, mais il y a aussi une souffrance intérieure par rapport à des peurs qu'elle a. Il y a des enfants qui se réveillent, qui font des cauchemars la nuit. Donc, la souffrance n'est pas du tout quelque chose de mauvais qu'il faut empêcher. Alors, quelquefois, on empêche aussi ce qui rend encore les choses pires en se sacrifiant. Par exemple, pour que l'enfant ne souffre pas, on se sacrifie. Alors, on accepte qu'il vienne dormir dans le lit des parents parce que le petit a pleuré ou la petite a pleuré, alors qu'on a envie de faire l'amour avec son mari ou avec sa femme. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, vous voulez être un gentil papa, vous voulez être une gentille maman, tout ça. En fait, en faisant ça, vous vous donnez bonne conscience. Vous comprenez? Mais en fait, voilà. Vous vous sacrifiez, et se sacrifier apaise la culpabilité provisoirement, mais après, ça l'augmente. Parce qu'il n'y a aucune faute plus grave
pour l'inconscient que d'avoir fait taire son désir. Voilà. Alors, comment faire? Donc, il faut que vous soyez vrai, il faut que vous occupiez de vous, parce qu'en vous occupant de vous, vous ne demandez pas à lui, à l'enfant, de s'occuper de vous. Il faut que vous soyez, voilà, adulte. Adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous vous occupez de vous, vous vous occupez d'elle, voilà, en donnant, en refusant, vous comprenez? Et puis, surtout, il faut renoncer au mythe d'être un bon père. Il faut être un père et il faut être mauvais quelquefois. C'est-à-dire mauvais quelquefois, non pas parce que vous la tapez, non pas parce que vous lui faites du mal et tout ça, mais justement parce que vous acceptez qu'elle puisse souffrir éventuellement. Et qu'il y a des questions à laquelle vous ne pouvez pas répondre et que vous êtes quelquefois impuissant. Parce que le fait de croire que c'est vous qui élevez l'enfant, c'est peut-être pas toujours extrêmement bon. Peut-être que voilà, l'enfant, c'est une autre personne et que vous êtes un peu un accompagnateur. Moi, je pense que... Alors, le drame, par exemple, dans des familles où il y a eu des adoptions, vous comprenez? Ça va très, très, très souvent, ça va mal. C'est-à-dire que les enfants sont cueillis, voilà, donc vivent là-bas. Et en grandissant, ça ne va pas du tout. Il y a des crises, il y a des violences et tout ça. Mais une des raisons, à mon avis, fondamentale, c'est que les parents adoptants, ils se prennent vraiment pour des parents. Et ça, c'est très mauvais. Alors qu'ils peuvent se prendre pour des gens qui, voilà, que comme parce que, et puis l'enfant adopté, il croit qu'il a perdu ses parents de la faute des parents qu'il adopte. Parce qu'eux, ils étaient stériles, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il s'imagine dans son imagination qu'il a été abandonné à cause de ces gens qui l'ont accueilli. Alors que si vous avez, en tant que parent adoptant, vous avez un peu plus de distance et que vous ne vous croyez pas sauveur ni destructeur, voyez, vous leur laissez un peu, parce qu'eux aussi, ils ont une vitalité. Eux aussi, il faut qu'ils se débrouillent. Vous leur laissez un peu dans la solitude et dans leur souffrance, et vous aurez beaucoup plus vous pouvez donner beaucoup plus d'amour et de sécurité. Et donc, voilà, donc, peut-être qu'il faut aussi, donc, ne pas trop idéaliser peut-être le rapport entre parents et enfants aussi, hein. Il faut pas trop penser qu'il va être heureux grâce à moi, ou si je fais quelque chose, je vais le rendre malheureux. Ça, c'est se donner une certaine toute-puissance qu'on n'a pas en fait, parce que l'éducation des enfants nous échappe beaucoup. Enfin, on peut faire quelque chose. Mais c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'on peut rien faire. On peut faire quelque chose, mais pas tout. On n'a pas la maîtrise et on n'a pas le contrôle absolu. Et d'ailleurs, alors ça c'est un autre thème si vous voulez, c'est que il y a une espèce d'idéalisation de la famille, il y a une idéalisation de la fraternité, mes frères et sœurs, vous voyez. Mais en fait, les frères et sœurs, si vous voulez, on dit ah mon frère il m'a dit ça, c'est épouvantable, ma sœur elle m'a fait ça, vous voyez. Alors qu'en fait, les frères et sœurs, ils ne sont pas du tout des mêmes parents. On croit que parce que biologiquement, on est issus de ce papa et de ce maman, mais en fait, on n'a rien à voir ensemble. Il y a des amis avec qui on est beaucoup plus proches. Parce que les mêmes enfants ne sont jamais des mêmes parents. Parce que quand vous avez 20 ans, vous êtes dans la passion amoureuse et tout ça, vous avez un enfant, c'est le premier, c'est un garçon, c'est pas du tout pareil que quand vous en avez le quatrième, c'est pas les mêmes parents. C'est des parents complètement différents. Donc dans tout ce que je dis quoi? Je dis que voilà, il faut être un peu dans la nuance, dans les couleurs, dans les degrés, et qu'on n'est pas soit sorcier, soit sauveur. Et que voilà, c'est compliqué, complexe,
Et que, voilà, et que ce qu'on peut faire aussi, c'est de s'occuper de soi. C'est une façon indirecte de s'occuper des enfants. S'occuper de soi-même en consacrant du temps et de l'argent à soi, parce que les enfants, ils sont très heureux de voir les parents épanouis, plus que les parents qui se sacrifient et ils le sentent. Et ça devient toxique. Domnule Mustan Abati, vă sunt profund recunoscător, a fost un interviu extraordinar. Profit de prilej ca să vă invit și în România, poate mai facem și alte episoade. Să știți că România este una dintre cele mai frumoase țări din lume. Suceava este unul dintre județele cele mai frumoase. Vă aștept să vedeți și regiunea noastră. Mulțumesc încă o dată și vă sunt profund recunoscător. Vreau să fac și o mențiune, să-i mulțumesc foarte mult Paulei, fără de care nu s-ar fi realizat acest podcast. De asemenea, vreau să-i mulțumesc mentorului meu, Matei Georgescu, și Biancăi Biagini, care este proprietarul acestei edituri extraordinare și care a făcut o revoluție educațională în țara noastră. Recomand toate cărțile publicate de editura Filobia, pe mine m-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, Cristianei, lui Vlad Conea. Am făcut o echipă extraordinară, vă mulțumesc și dumneavoastră încă o dată și vă sunt profund recunoscător. Dragilor, dacă dumneavoastră considerați că informațiile au fost utile, nu vă cer decât un simplu subscribe și poate și un share. Pe data viitoare. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc.